Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Voici ce qui domine l'actualité. Le prince héritier Naruhito sera le nouvel empereur du Japon. Il sera intronisé ce mardi. Il succède à son père, l'empereur Akihito, qui a abdiqué. Le président de la République et son épouse vont prendre part à la cérémonie. Le président Alassane Ouattara aura plusieurs entretiens, dont un avec le premier ministre japonais Shinzo Abe demain. Ouverture de l'embouchure dans les prochaines semaines et pompage des eaux, des mesures urgentes annoncées par le vice-président à Grand Bassam. Daniel Kablan-Duncan est allé hier constater les dégâts causés par les fortes pluies. Il a fait des dons aux sinistrés des inondations, un geste en nature d'une valeur totale de 38 millions de francs CFA. Et puis la Côte d'Ivoire et les institutions de Bretton Woods entretiennent d'excellentes relations. Se réjouit le Premier ministre. Amadou Gon Coulibaly annonce la visite en Côte d'Ivoire du nouveau président de la Banque mondiale. Ce sera une occasion pour David Malpass et les autorités ivoiriennes de renforcer la coopération. Le prince héritier Naruhito sera intronisé mardi prochain comme nouvel empereur du Japon. Il succède à son père, l'empereur Akihito, qui a abdiqué le 30 avril dernier. Plusieurs pays amis du Japon, dont la Côte d'Ivoire, sont invités à assister à l'événement. L'État ivoirien sera représenté par le président de la République, Alassane Ouattara, accompagné de la première dame Dominique Ouattara. Rappelons que l'empereur Naruhito est le 126e empereur du Japon. Je vous propose la réaction du chef de l'État, Alassane Ouattara, propos recueillis depuis le Japon. C'est un sentiment donc de grande fierté que la Côte d'Ivoire soit invitée à cette importante cérémonie qui est importante pour les Japonais, mais également pour le monde entier. En tout cas, nous avons tenu à être là, compte tenu des relations excellentes que nous avons avec le Japon, avec l'empereur que nous avons rencontré en son temps quand j'étais Premier ministre en visite officielle avec Mme Ouattara en 1992. Donc c'est un renouvellement des générations et c'est une belle opportunité de venir souhaiter bonne réussite, longue vie à l'empereur et aussi dire que la Côte d'Ivoire tient aux relations importantes et fructueuses avec le gouvernement japonais. En notant qu'en marge de l'événement, le président Alassane Ouattara aura un entretien avec le Premier ministre japonais Shinzo Abe demain, lundi 21 octobre, à la Maison des Hôtes d'État. Il va également échanger avec l'association parlementaire d'amitié Japon-Union africaine. Ici en Côte d'Ivoire, le vice-président de la République était à Grand Bassam. La ville historique garde encore les séquelles des inondations. Daniel Kablan-Duncan est allé constater les dégâts causés par les fortes pluies de ces derniers jours. Il a exprimé son soutien aux victimes. Il a fait des dons en nature d'une valeur totale de 38 millions de francs CFA. Des mesures urgentes annoncées, le pompage des eaux vers la mer et le démarrage des travaux d'ouverture de l'embouchure de Grand Bassam. Des détails avec Mahama Traoré. Plusieurs quartiers de la ville de Grand Bassam envahis par les eaux. Naturellement, cela ne pouvait laisser indifférent l'un de ses fils, le vice-président de la République. Les bottes aux pieds et accompagné des ministres de la Santé et de la Protection civile, Daniel Kablan-Duncan découvre ce samedi le spectacle désolant de la montée des eaux. Du quartier Odos à celui du Phare, en passant par ceux de Petit Paris, France et Moossou, le vice-président est venu voir pour comprendre, mais aussi pour apporter du réconfort aux victimes depuis leur centre d'hébergement. Solidarité oblige, en de telles circonstances, Daniel Kablan-Duncan a fait des dons en nature d'une valeur de 38 millions de francs CFA et pour définitivement mettre fin au calvaire des Bassamois, il annonce des mesures urgentes décidées par le président de la République. Des solutions au-delà donc du soulagement immédiat, c'est de faire en sorte qu'on puisse pomper une partie de l'eau des quartiers concernés et les rejeter en mer. On est en train de travailler avec les autorités préfectorales et municipales et l'entreprise pour que les choses commencent assez rapidement. Mais le vrai problème de Bassam, c'est l'ouverture de l'embouchure. Et là, le président a donné des instructions fermes de manière à ce que le mois de novembre soit la date de début des travaux de l'ouverture de l'embouchure qui va coûter 20 milliards de francs CFA. Plus de 1100 personnes sont aujourd'hui en situation de détresse suite à la montée des eaux à Grand Bassam. Le ministère de la Santé dit être en alerte
face au risque d'épidémie que pourrait causer cette catastrophe. Autre conséquence immédiate de ce drame, le célèbre festival Abissa qui devait démarrer ce dimanche 20 octobre est finalement reporté pour le 3 novembre prochain. Le président de la Banque mondiale, bientôt en Côte d'Ivoire, David Malpass, se dit favorable à une visite. Il est invité par le président de la République, Alassane Ouattara. C'est le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly qui a donné l'information. Cela traduit l'excellence des relations entre le pays et les institutions de Bretton Woods. Ils se sont engagés à poursuivre l'appui au développement de la Côte d'Ivoire. Envoyé spécial à Washington, Adama Kone. Au 12e étage de l'immeuble de la Banque mondiale à Washington, l'ambiance est conviviale. C'est qu'après le mois d'avril, c'est la deuxième fois que le président du groupe de la Banque mondiale, David Malpass, et le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly se rencontrent ce dimanche après-midi. Le Premier ministre accomplit une mission. Il est porteur d'un message du chef de l'État, Alassane Ouattara. J'ai commencé donc par lui transmettre les salutations du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, et l'invitation qui lui est faite par le chef de l'État de venir donc en Côte d'Ivoire. J'ai noté donc son approbation. Maintenant, nous travaillerons donc à la définition donc de la date donc précise donc pour cette visite. En deuxième lieu, concernant la question de la coopération entre le groupe de la Banque et la Côte d'Ivoire, nous nous sommes réjouis donc de cette qualité de coopération. Et à titre d'exemple, nous avons noté que le portefeuille donc, de la banque en Côte d'Ivoire a évolué de 600 millions de dollars US en 2015 à aujourd'hui 2 milliards 800 millions de dollars US donc en fin septembre donc 2019. Ce qui est une augmentation donc notable. Et c'est grâce à tout cela notamment que nous avons pu maintenir donc ce taux de croissance élevé de l'économie ivoirienne, puisque cela a permis de financer notre plan national donc, de développement. La Côte d'Ivoire prépare minutieusement la décennie 2020-2030. Elle le fait avec l'appui des institutions de Bretton Woods. Mais à Washington, Amadou Gon Coulibaly n'oublie pas le sujet sur la juste rémunération des producteurs de cacao. Nous souhaitons que la banque accompagne donc, la Côte d'Ivoire et le Ghana sur les discussions que nous menons avec les industriels sur la question du revenu décent donc, pour les producteurs de cacao. Et je dois noter que le président du groupe de la Banque mondiale a été quand même sensible donc, à cela. Il a essayé de savoir comment la banque pouvait nous accompagner. Nous en avons discuté et nous avons donc, pu trouver donc, des pistes de solutions pour que la banque accompagne donc, nos deux pays sur cette question du revenu décent vis-à-vis des industriels. Après le président de la Banque mondiale, la délégation ivoirienne a rendez-vous avec la nouvelle directrice du Fonds monétaire international FMI, Kristalina Georgieva. Et les bonnes nouvelles s'enchaînent. La Côte d'Ivoire est en tête des économies mondiales au plus fort potentiel de croissance commerciale. C'est depuis le 30 septembre dernier. Il s'agit d'un indice sur 20 pays classé par le groupe britannique Standard Chartered. La Côte d'Ivoire se hisse à la tête de ce classement devant l'Inde, la Chine et la Russie. C'est un indicateur de la bonne santé de l'économie du pays. Voici les explications de Cheikh Kone. Et la Côte d'Ivoire, qu'il faut le rappeler, est classée premier pays au monde pour l'année 2019 au fort potentiel de croissance. C'est la bonne nouvelle enregistrée en ce début du dernier trimestre de l'année 2019. La nouvelle étoile montante sur le chiquier du commerce international est bien la Côte d'Ivoire. L'indice Trade 20 a classé le pays au premier rang des 20 économies mondiales en termes de potentiel de croissance et de dynamisme économique pour les prochaines années. Cet exploit réalisé par la Côte d'Ivoire, au regard des agrégats économiques tous ouverts à ce jour, montre bien que l'économie ivoirienne affiche des performances prometteuses. Quand on regarde les indices internationaux, il n'y a pas que le Trade 20 qui est présenté aujourd'hui, mais Doing Business, l'ensemble des indicateurs Banque mondiale, Mo Ibrahim par exemple, la progression de la Côte d'Ivoire dans le classement est sans équivoque. Et on ne peut pas nier aujourd'hui que la Côte d'Ivoire a vécu un trend économique et une transformation structurelle qui est quand même notable. En l'espace de 7 ans, d'une économie déséquilibrée par la crise sociopolitique, la Côte d'Ivoire détient aujourd'hui l'économie la plus dynamique d'Afrique francophone. Le secteur agricole, qui représente à lui seul 22% du PIB et 50% des recettes d'exportation, y a joué un rôle essentiel, avec un accent sur la diversification des produits d'exportation.
La bonne performance du secteur agricole démontre le potentiel de l'économie ivoirienne avec de nombreuses opportunités de croissance pour le commerce international et les investissements. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. La production du riz non décortiqué est passée de 2 085 000 tonnes à 2 231 000 tonnes. Le manioc d'une production annuelle de 2 041 000 tonnes et un rendement moyen de 6,5 tonnes par hectare. Le secteur du cacao a lui aussi vu la valeur de ses ventes augmenter. Nous avons des indicateurs macroéconomiques qui sont totalement satisfaisants. Nous avons de bons indicateurs macroéconomiques. Mais cette opportunité-là, ou ces opportunités dans le monde des affaires, vous savez, nous devons rechercher toujours à capter les opportunités. Parce qu'une opportunité peut exister aujourd'hui et disparaître demain si on n'arrive pas à la capter. Dans son mode opératoire, l'indice mondial Trade 20 se base sur 3 principaux critères. En premier, le dynamisme économique qui prend en compte la croissance du PIB, la croissance du volume des exportations. Ensuite, l'analyse de la taille du marché local et enfin, la diversification des exportations. Mais attention, pour maintenir toutes ces performances économiques mondialement reconnues, la Côte d'Ivoire se doit de garder stable son cadre macroéconomique, mais surtout l'environnement sociopolitique. Ce qu'on est en train de bâtir aujourd'hui reste quand même fragile si on ne fait pas attention à certaines choses. Si on ne fait pas attention à l'aspect politique, si on ne fait pas attention à l'aspect gouvernance, aux habitudes business, c'est quelque chose qui peut s'effondrer tout de suite. Pour moi, il y a encore beaucoup de boulot, de sorte à pérenniser en tout cas tout ce qui est les tendances qu'on a connues aujourd'hui depuis certaines années. L'indice Trade 20 du groupe britannique Standard Chartered Bank s'intéresse à l'évolution de 66 marchés à travers le monde depuis les 10 dernières années. Dans ses recommandations, le rapport Trade 20 a invité la Côte d'Ivoire à rejoindre le club des 7%. Entendez, le groupe des économies mondiales qui maintiennent une croissance de leur PIB à 7% ou plus. Une invite importante, d'autant plus que l'entrée en vigueur en 2020 de l'accord de zone de libre-échange pourrait davantage booster les performances commerciales de la Côte d'Ivoire. Des performances commerciales et économiques qui vont servir à construire des villes durables en Côte d'Ivoire. Le ministre François Albert Michia implique les experts de la construction. Le pays se prépare à célébrer la Semaine mondiale de la ville. C'est du 30 octobre au 6 novembre. Ce sera l'occasion également de sensibiliser les populations sur l'importance d'un environnement de vie propice. Mamadou Kwasi. Échange direct et franc entre les intervenants du cadre bâti et le ministre de la Ville. François Albert Amichia veut impliquer ces professionnels du bâtiment et du cadre de vie dans la mise en œuvre de la politique nationale de la ville. Ces représentants de l'ordre des architectes, des experts géomètres, des experts de l'immobilier et des autres structures intervenant dans le cadre bâti ont exprimé leur opinion dans l'élaboration des plans de développement des villes ces dernières décennies. Au terme de ces échanges, ces experts ont décidé d'accompagner le ministère de la Ville. Tout sera mis en place pour faire de nos villes des villes durables, résilientes, de manière à ce que ces phénomènes d'inondation que nous vivons actuellement ne soient plus d'actualité. On a les schémas directeurs qui sont élaborés. Il faudrait qu'à ces schémas directeurs soient associés des schémas d'assainissement. Et je pense que le ministre a compris toutes ces choses-là. Et nous, ensemble avec le ministère de la Ville, on va essayer de mettre en pratique cette politique de la ville nouvelle que nous voulons pour la Côte d'Ivoire. Cette rencontre a été l'occasion pour le ministre François Albert Amichia d'annoncer la Semaine mondiale de la ville qui aura lieu du 31 octobre au 6 novembre prochain dans les communes de Koumassi et de Tiasalé. Une célébration autour du thème « L'innovation, facteur d'un développement urbain durable ». Pour montrer qu'on peut, avec de l'imagination, avec de l'innovation, on peut changer le cadre de vie de nos concitoyens et l'État apportera son appui à tous ces gestionnaires de cités qui entrent dans ce cadre-là. Le problème que nous rencontrons dans nos cités, c'est l'indiscipline. C'est le non-respect de la réglementation. Et la campagne de sensibilisation va axer son action là-dessus, mais ça ne sera pas seulement qu'une campagne de sensibilisation, puisque à terme, nous allons passer à une campagne de répression, à la sanction, parce qu'il nous faut aujourd'hui créer les conditions pour permettre à ceux qui vivent en ville de vivre bien. Le ministre François Albert Amichia a signifié que la Semaine de la ville sera axée sur des panels, des ateliers et des conférences. Occasion pour ces intervenants du cadre bâti de mieux se faire connaître du grand public. Il s'agira pour le ministère de la Ville de présenter la politique nationale de la ville de Côte d'Ivoire.
La politique nationale de santé aussi est en marche dans quelques jours, précisément le 1er novembre. Fermeture du CHU de Yopougon. L'hôpital sera entièrement rénové, les services délocalisés. Le directeur général du CHU de Yopougon était l'invité du magazine du dimanche présenté par Hamza Diaby. Docteur Deka Paulin nous parle ici du chronogramme de cessation des services et le plan de continuité mis en place. Ce CHU a été ouvert plus précisément dans les années 1989. Ça a pris un coup de vieillesse. Tout se dégradait. Nous n'admettrons plus de nouvelles admissions, devrais-je dire, à partir de demain. Dans 21. Quelques services, dans certains services ciblés Dans presque tous les services, sauf 4. Sauf 4. Les services spécifiques au les CHU. services spécifiques au CHU, à savoir la néphrologie pédiatrique, la néonatologie, le service qui s'occupe des tout-petits. Ensuite, vous aurez donc la MPR qui va rester là. La médecine physique et de réadaptation. Médecine physique et de réadaptation. Et puis, donc, vous aurez la neurochirurgie qui sera encore là le temps qu'on finisse les travaux à l'hôpital du Pont. Ça sera les 3 CHU d'Abidjan dans un premier temps qui va accueillir le gros lot des activités. Puis nous aurons à l'intérieur même de Yopougon tous les centres de santé également qui vont accueillir certains services, des activités de certains services. Et puis vous aurez également certains centres de santé un peu dans Abidjan. C'est un maillage que nous voulons faire pour ne pas que tout ce flux de personnes vienne à Abidjan. Donc il y aura les centres de santé, il y aura l'hôpital général de Grand Lao qui sera mis aux normes. D'accord. Il y aura également l'hôpital général de Bassam, de Jacquesville, donc de Sikensi, Tia-Salé, Agoville, Aboasso, Grand Bassam, de sorte qu'il y ait un maillage tout autour d'Abidjan pour ne pas que tout ce flux d'usagers puisse venir à Abidjan. Le CHU de Yopougon fermé pour rénovation, des mesures pour offrir des soins de qualité aux populations, des actions également menées pour préserver l'environnement. Il est désormais mis en place un guichet pour le fonds de dotation du Parc national du Banco. La Fondation pour les parcs et réserves de Côte d'Ivoire et l'OIPR ont signé une convention, une subvention de 150 millions de francs CFA à l'Office ivoirien des parcs et réserves. Cela en vue de contribuer à la gestion de cet espace. Grâce Kando. Pour la mise en place d'un guichet pour le fonds de dotation du Parc national du Banco, l'Office ivoirien des parcs et réserves, OIPR, signe une convention avec la Fondation pour les parcs et réserves de Côte d'Ivoire. Un montant de 150 millions de francs CFA a été octroyé à l'OIPR pour financer les activités du parc. La Fondation entend, à travers ce don, contribuer à la préservation et à la protection des parcs nationaux et réserves naturelles. Ces financements issus de la Fondation viennent en complément du financement qui est octroyé par l'État de Côte d'Ivoire. Donc c'est ensemble que nous pouvons gérer les parcs nationaux. Alors nous invitons nos partenaires techniques et financiers à venir en appui à la gestion des aires protégées en Côte d'Ivoire. C'est un fonds de dotation, c'est un fonds qui va être placé. Et ce sont les intérêts qui seront générés par ce fonds-là qui vont être mis à la disposition du Parc national du Banco. Mais il faut dire que ces fonds vont être placés durant 2 à 3 ans. Parce qu'aujourd'hui, il y a un projet qui est en cours au niveau du Banco qu'on appelle le projet de gestion intégrée des aires protégées, le projet APSI, qui prendra fin en 2022. Donc l'argent qui est placé aujourd'hui, en 2023, les intérêts vont être mis à disposition du Parc national du Banco. D'une superficie de 3 438 hectares, le Parc national du Banco est le poumon vert d'Abidjan. Ces fonds serviront donc à assurer la surveillance du parc, à faire le suivi écologique et l'accompagnement des activités de recherche. Je voudrais engager l'Office ivoirien des parcs et réserves et la Fondation à poursuivre les efforts afin que notre pays continue de bénéficier de la confiance de ses partenaires et surtout de mobiliser davantage de moyens financiers pour assurer le financement des charges de gestion de l'ensemble du réseau des aires protégées de Côte d'Ivoire. De 2014 à 2019, la Fondation pour les parcs et réserves de Côte d'Ivoire a octroyé à l'OIPR des subventions non remboursables d'un montant total de 4,67 milliards pour la gestion des 4 parcs nationaux.
Dans l'actualité politique, le PDCI-RDA remobilise ses militants. Le parti prépare les échéances à venir. Il a tenu hier samedi un meeting à la place Jean-Paul II de Yamoussoukro. Le président du PDCI-RDA, Henri Konan Bédié, exhorte à investir le terrain. Il invite à promouvoir les valeurs de paix et de dialogue. Léon Brou. Des militants du PDCI-RDA et des partis et plateformes alliés ensemble à la place Jean-Paul II de Yamoussoukro. Un seul objectif, affiner la stratégie commune de reconquête du pouvoir d'État en 2020. COGEP, RACI, RPP, partisans de l'ex-président Laurent Gbagbo, tous unanimes avec le PDCI-RDA, il faut investir l'ensemble du territoire national et la démarche doit s'inspirer du dialogue, du pardon, de la tolérance, de la réconciliation et de la paix, des valeurs tant prônées par le fondateur du PDCI-RDA, Félix Houphouët-Boigny, dont ce meeting marque la clôture des activités pour célébrer l'anniversaire de naissance. Honneur et gloire à Félix Houphouët-Boigny, qui nous a légué une Côte d'Ivoire prospère, unie, hospitalière et solidaire des autres pays. Cet homme de progrès, apôtre de la paix, bâtisseur infatigable de la Côte d'Ivoire moderne et de consensus national que nous célébrons aujourd'hui. Sur son éventuelle candidature à la prochaine présidentielle, le président du PDCI-RDA est formel. Seul pourra répondre à la prochaine convention de son parti. Sur ce lieu sacré, terre natale de Félix Houphouët-Boigny, nous nous tournons résolument vers le futur. Nous allons réaliser la vraie réconciliation des filles et des fils de Côte d'Ivoire dans la fraternité. Le PDCI-RDA, à sa prochaine convention, va élire le candidat qui, sans aucun doute, grâce au soutien de tous, nous permettra de gagner les élections présidentielles. Aussi proposé à cette rencontre de mobilisation de ces militants par le PDCI-RDA et ses alliés des voix selon eux pour des élections ouvertes, transparentes, apaisées, crédibles en 2020. La coordination pour la promotion du RHDP est aussi sur le terrain. Ce mouvement a installé son représentant à Grand Laou. Le président du CP-RHDP entend relever le défi de la mobilisation. Le parrain à Kassaye-Lazare appelle les populations de cette ville au vivre ensemble. Doigt des lasers. Mamadou Kanaté est désormais le porte-flambeau du CP-RHDP, coordination pour la promotion du rassemblement des Oufouettis pour la démocratie et la paix dans le département de Grand Laou. Il reçoit des mains de la présidente nationale du CP-RHDP sa feuille de route pour un mandat de 2 ans. Sa mission, ratisser le maximum de militants pour la cause du RHDP pour une victoire écrasante de ce parti en 2020. Je voudrais à travers cet instant m'adresser à tous ceux et celles qui hésitent encore à rejoindre la grande famille des Oufouettistes. Qu'il n'est pas encore trop tard de comprendre que le RHDP est une force qui rassemble et non qui divise. Adhérer à la construction de ce pont social. Conscient de cette lourde tâche, Mamadou Kanaté entend relever le défi de la mobilisation autour des idéaux du RHDP. Je voudrais rassurer les coordonnateurs régionaux du RHDP qu'ils peuvent compter sur nous pour toute action qu'ils vont mener pour la victoire du RHDP. Inscrivons-nous donc sur la liste électorale pour faire gagner le RHDP en 2020. Parrain de la cérémonie, Lazare Akassaye, président du conseil d'administration de l'AIGF, agence ivoirienne de gestion des fréquences. Cadre du RHDP et fils de Grand Laou, il appelle à l'union et au vivre ensemble pour un RHDP plus fort dans la localité. Chers parents, quand on parle de paix et de développement, nous devons tous nous mobiliser. Parce que c'est ça dont nous avons besoin. Et aujourd'hui, celui qui incarne le mieux, qui incarne véritablement cette vision de paix et de développement, c'est le président Alassane Ouattara. La présidente
a fait sa part. Il vous reste, à vous et à nous, de faire la nôtre. En marge de la cérémonie de remobilisation des militants, la coordination pour la promotion du RHDP a fait des dons aux nouveau-nés de l'hôpital général de Grand Laou, des dons composés de savon et de plusieurs produits hygiéniques pour bébés. Le sport pour promouvoir l'union et la cohésion, un tournoi de football organisé à Bongouanou. Il vise à contribuer au rassemblement des populations pour le développement de la localité. Une occasion pour le parrain Claude Daopolin d'inviter à l'entente pour une paix durable. Kader Sogodougou. Échange de poignées entre le ministre des Sports Paulin Dao Claude et l'inspecteur général d'État Awandoli Théophile. Nous sommes à Bongouanou, la capitale du Moronou, où se joue la finale du tournoi du rassemblement pour le raffermissement des liens de fraternité entre les fils et filles de la localité. Elles étaient 18 équipes au départ. À l'arrivée, 2 finalistes, Kangati FC en rouge et FC Habitat en jaune. Après 2 fois 35 minutes, aucun but n'a été inscrit. À l'épreuve fatidique des tirs au but, les joueurs de l'Habitat seront plus adroits, 4 tirs à 2. Le sport, facteur de rassemblement, a permis aux parrains, le ministre Paulin Dao Claude, d'inviter les peuples du Moronou à la solidarité pour le développement de Bongouanou. Avec la pratique du sport, ils doivent continuer ainsi pour renforcer leur cohésion sociale, mais aussi agir pour le bien-être, parce que c'est à ça aussi que sert le sport. Et enfin, faire en sorte que tous les projets importants que le gouvernement va mettre à la disposition de ces jeunes et puissent en profiter parce qu'ils seraient tout simplement en très bonne santé. Donc vive le sport, vive la cohésion et vive le Moronou. Un mouton, des bananes, des aubergines, de la tomate, des présents. Facile de deviner le menu du ministre de retour à Abidjan. Foutou, banane, sauce aubergine, avec du mouton. Un mot de religion dans ce journal Tabernacle 2019. Ouverture de la cérémonie en Israël. Une délégation ivoirienne a pris part à cette rencontre religieuse. Les fidèles chrétiens invités à mettre Dieu au centre de leur vie. Moment de prière et de louange. Plusieurs activités également au menu de cette retraite spirituelle. Kwadio Kwame. Tabernacle 2019, désert du Jourdain à En-Gedi en Israël. Un rassemblement annuel des chrétiens évangéliques venus des 4 coins du monde devant le trône de Jésus-Christ. Souvenirs et reconnaissance, nobles vertus qui ont animé la rencontre. Louanges, prières, témoignages et messages ont constitué le menu de cette rencontre annuelle motivée par le seul nom de Jésus-Christ de Nazareth. 3 messages ont été délivrés. Servir Dieu avec ses biens, louer Dieu en toutes circonstances et faire de Dieu l'essentiel de sa vie. Les nations se sont rassemblées ici pour adorer, célébrer le Dieu tout-puissant et tout-suffisant qui peut assurer aux nations des lendemains meilleurs. Les nations partout venues du monde entier, l'Amérique, l'Afrique, avec la Côte d'Ivoire représentée, et la Côte d'Ivoire a été entendue. Vous avez eu la prestation de la Côte d'Ivoire. Nous bénissons Dieu et nous disons merci vraiment au Seigneur qui permet au pays, à la nation d'être là. Des guérisons ont été enregistrées et les participants sont repartis heureux de vivre cette importante rencontre consacrée à Dieu, source de vie. Et avant de refermer ce journal, faisons le tour du monde en information. Comme tous les dimanches, voyons ce qui a marqué l'actualité cette semaine. Le 7 sur 7, Lydie Sadia, Abou Sanogo. La Cour suprême espagnole a condamné 9 des 12 Catalans jugés pour leur rôle dans la tentative de sécession de la Catalogne en 2017 à des peines allant de 9 à 13 ans pour sédition et détournement de fonds publics. Ces peines sont nettement inférieures à celles réclamées par le parquet qui avait requis jusqu'à 25 ans de prison dans le cas de l'ancien vice-président régional Oriol Junqueras. L'armée syrienne a pris le contrôle de la totalité de la ville de Manbij et de ses environs dans le cadre d'un déploiement destiné à contrer une offensive turque. On apprenait également ce mardi qu'un soldat turc avait été tué par des obus depuis Manbij. L'armée turque a répliqué en bombardant des positions des forces kurdes. Le roi Mohamed VI a gracié la journaliste Adjara Souni, récemment condamnée à 1 an de prison pour avortement illégal et relations sexuelles hors mariage. La jeune femme de 28 ans est sortie de la prison El Hajar près de Rabat,
où elle a été incarcérée. Son fiancé et le gynécologue, l'anesthésiste et la secrétaire médicale également condamnés ont été libérés. Le chaos s'est emparé de la ville de Culiacán dans le nord-ouest du pays après la capture par l'armée d'un des fils d'El Chapo Guzman, un trafiquant de drogue mexicain. Une arrestation qui a donné lieu à de terribles affrontements entre les autorités et des groupes lourdement armés. Les autorités mexicaines ont été contraintes de relâcher le fils du narcotrafiquant pour tenter de calmer la situation. Le Premier ministre libanais Saad Hariri donne 72 heures à sa coalition gouvernementale pour soutenir ses réformes économiques face à la colère de milliers de Libanais manifestant pour le deuxième jour de suite contre la corruption de la classe politique. Dans une allocution télévisée, Saad Hariri a défendu les réformes qu'il tente de faire adopter pour redresser une économie en berne, accusant des membres de la coalition gouvernementale d'entraver ses efforts. L'Union européenne a reçu 3 lettres britanniques, une première en provenance du bureau du Premier ministre mais non signée, réclamant un report au-delà du 31 octobre et 2 autres demandant de ne pas en tenir compte. Cette demande est la conséquence d'un vote des députés britanniques qui ont décidé samedi de reporter leur décision sur l'accord de divorce annoncé jeudi entre Londres et Bruxelles. Les Boliviens décident s'ils prolongent jusqu'en 2025 Evo Morales au pouvoir depuis 13 ans ou s'ils tournent le dos au premier président indigène et de gauche du pays. Cette fois, contrairement aux 3 dernières élections depuis 2006, pas de victoire écrasante en vue au premier tour selon un sondage de l'université publique. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. Demain, retrouvez Marine Cognan, toute l'actualité sur www.rti.ci et RTI Info. Très bon début de semaine. Bonsoir.